Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous êtes sur Sud Radio, il est 11h02. Nous allons parler de ce que j'appelle la politique du chèque. Mais bon, est-ce la bonne politique? D'ailleurs, la majorité n'emploie plus le mot chèque, mais le mot indemnité. Ça, j'ai remarqué cela. Alors, nous allons parler de cela. Est-ce une politique? Est-ce que les classes moyennes se sentent un peu déclassées dans cette affaire ou oubliées? Peut-être pas déclassées, mais oubliées, puisque, évidemment, ces aides, les aides multiples et variées, bien, les aides concernent directement les classes les plus modestes. Nous allons parler de tout cela, débat ce matin avec nos invités. Aurélie Trouvé, qui est députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, docteur en sciences économiques, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. David Amiel, député Renaissance de Paris, membre de la Commission des Finances, bonjour. Bonjour. David Amiel. Et puis Benjamin Brice, qui est docteur en sciences politiques de l'EHESS et auteur de La sobriété gagnante, pouvoir d'achat, écologie, déficit, comment sortir de l'impasse? Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. D'abord, l'actualité riche. Alors, vous intervenez. 0826 300 300, c'est très simple. L'actualité qui est riche. Nous avons appris il y a quelques minutes que la présentation de la réforme des retraites était repoussée au 10 janvier, décision d'Emmanuel Macron. Pourquoi, David Amiel? Je crois que le président a annoncé au Conseil national de la refondation effectivement que la présentation des détails de la réforme des retraites serait repoussée au 10 janvier pour laisser un peu plus de temps à la concertation. On a eu des élections professionnelles qui se sont tenues la semaine dernière. On a des forces politiques, du côté d'ailleurs tant de la France Insoumise que des Républicains, qui ont renouvelé leur président ou coordinateur pendant le week-end. Et donc je pense que c'était important qu'on puisse échanger avec ces nouveaux interlocuteurs dans les semaines qui viennent. Les axes de la réforme sont connus. Le président les a réitérés la semaine dernière, le gouvernement également. Maintenant, en ce qui concerne les détails, c'est utile, je crois, d'avoir ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous dites, il faut poursuivre la concertation. Ça veut dire que deux significations. Soit la concertation n'a rien donné jusque-là, soit il y a quelques lueurs d'espoir côté gouvernemental pour essayer d'obtenir, je ne sais pas, un assouplissement de la position des syndicats. Je crois qu'il y a toujours un espoir, effectivement, d'obtenir, notamment de la part des syndicats. Vous pensez que c'est ça? Une base de compromis, une base de dialogue. Donc je pense que ces quelques semaines peuvent être utiles une fois les élections professionnelles qui viennent de se dérouler. Vous pensez la même chose, Aurélie Trouvé? Il y a une très grande majorité des Français qui sont contre cette réforme des retraites. Donc, est-ce pour ça que vous repoussez cette réforme qui est extrêmement impopulaire et à juste titre? Je rappelle, parler de consultation, mais enfin, les choses sont très claires. Il y a une intersyndicale qui est historiquement large, qui va de la CFDT, de l'UNSA jusqu'à la CGT ou Solidaire. Donc, les syndicats n'en veulent pas, tous les syndicats de salariés. Une grande majorité des Français n'en veulent pas. Vous proposez en fait un report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, ce qui est extrêmement injuste et qui va par ailleurs créer du chômage, parce que quand vous faites travailler plus, c'est du travail en moins pour les jeunes. C'est une réforme aussi qui n'est absolument pas nécessaire sur le plan budgétaire. D'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites que vous utilisez dit clairement qu'il n'y a pas du tout de dynamique incontrôlée des dépenses des retraites. Donc ce n'est pas nécessaire. C'est fortement injuste. Ça va créer du chômage. Donc vraiment, je crois que c'est une réforme qui ne doit surtout pas passer. Et d'ailleurs, vous nous laissez un tout petit peu de temps de plus pour nous mobiliser, tant mieux. Nous nous battrons à la fois à l'Assemblée et dans la rue pour bloquer cette réforme. Bien, alors David Amiel, vous répondez sur ce que vient de dire Aurélie Trouvé, puis nous reviendrons sur notre sujet, parce que nous n'allons pas mettre de côté notre troisième interlocuteur. Alors, répondez sur c'est vrai que c'est une réforme qui est politiquement. Non, mais c'est vrai que c'est une réforme qui est politiquement difficile. On le sait depuis le début. C'est difficile, oui. Et aussi, on a pris le risque non seulement de la détailler maintenant, mais de l'annoncer en période électorale, au moment où le débat est le plus virulent, à la fois pour les présidentielles et pour les législatives. C'est parce qu'on est convaincu que pour l'intérêt général, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux urgences. Il y a une urgence financière. Le corps, d'ailleurs, montre très bien qu'il manque 12 milliards d'euros au régime des retraites d'ici 2027. Et puis parce qu'il y a une urgence sociale, celle de pouvoir relever les pensions minimales, celle de pouvoir mieux prendre en compte les carrières hachées, les carrières fracturées. Et pour cela, on a besoin effectivement de faire cette réforme. Bien, merci. Juste petite parenthèse, Aurélie Trouvé, vous avez vu les critiques de Clémentine Autain, la petite parenthèse politique dans votre parti, et les critiques de Clémentine Autain et
Elle n'est pas seule. François Ruffin aussi critique la manière dont fonctionne LFI. Que répondez-vous? Ils ont raison. D'abord qu'on est un mouvement pluriel et que il faut poursuivre le débat pour encore avancer dans notre organisation. Ils ont raison ou tort qu'il faut continuer la façon d'avancer. Nous avons une discussion ce soir et demain en bureau, en groupe parlementaire notamment. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir. Est-ce qu'ils ont raison ou tort de mettre ce débat sur la place publique? Il n'y a pas de raison ou tort. Il y a, je crois, aujourd'hui une volonté, et j'espère qu'elle sera encore plus forte, d'avoir une pluralité à l'intérieur de l'ensemble de nos instances. Nous avançons. Vous avez besoin de pluralité? Pour moi, on avance. Pour moi, on avance dans le bon sens. Il faut qu'on avance encore davantage. Voilà. Mais vous avez besoin de pluralité. Bien sûr, on en a déjà, et nous devons encore en avoir davantage. Et je crois que nous avons un débat qui est tout à fait sain pour une organisation qui est aujourd'hui la première force d'opposition en France. Donc voilà, j'ai confiance dans l'avenir de mon mouvement, et moi je fais partie de ceux effectivement qui veulent encore davantage de pluralité dans toutes ces instances, mais je crois justement que nous sommes dans la bonne direction pour cela. Voilà. Bien, publication hier du décret précisant les modalités permettant de toucher un chèque énergie exceptionnel. Nous allons entrer dans le détail de tous ces chèques ou indemnités. C'est vrai que vous employez plutôt le mot indemnité que chèque, Oui, le mot est plus juste, parce que chèque donnerait l'idée que c'est un cadeau, alors qu'il s'agit pour le coup de pouvoir indemniser des personnes qui font face à un choc sur leur pouvoir d'achat très important. Donc ça me paraît plus correspondre à la réalité. Bon, alors, le chèque, moi je vais dire chèque, et le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros sera versé à partir de fin décembre à 12 millions de ménages. Le gouvernement a publié hier le décret donc fixant les modalités d'application. Félix Mathieu, on vous écoute. Oui, il sera versé ce chèque à partir de la fin du mois et sur une période d'environ 8 semaines. Il s'ajoute au chèque énergie classique déjà versé tous les ans depuis 2018 aux 6 millions de foyers les plus modestes. Mais cette aide supplémentaire exceptionnelle, elle sera valable un an de plus jusqu'au 31 mars 2024 en paiement aux fournisseurs d'énergie et jusqu'au 31 mai 2024 pour remboursement. Ce chèque doit toucher 12 millions de foyers, les 40% les plus modestes. Alors par exemple, pour une personne seule avec un revenu de référence inférieur à 900 euros par mois, alors l'aide exceptionnelle s'élèvera à 200 euros. Même chose pour un couple sans enfants qui gagnerait 1350 euros. Pour un couple avec 2 enfants qui gagnerait moins de 1800. C'est le calcul par unité de consommation. Si ce revenu fiscal de référence se situe pour une personne seule entre 900 et 1330 euros par mois, alors elle touchera un chèque de 100 euros. Plusieurs autres aides ont déjà été mises en place, comme le chèque fioul. Oui, un chèque de 100 à 200 euros, là aussi pour les ménages se chauffant au fioul et qui n'ont pas pu bénéficier du bouclier mis en place pour d'autres énergies. Il est censé toucher 1 600 000 foyers. Chèque fioul versé automatiquement pour ceux qui bénéficient déjà du chèque énergie sur leur fioul. Les autres doivent faire leur demande sur le site chèqueenergie.fr. L'État verse également une aide au chauffage au bois. Une aide de 50 à 200 euros qui pourra être demandée à partir du 22 décembre. Là aussi sur le site du chèque énergie. Les modalités restent à préciser. Seront éligibles en tout cas les personnes seules qui gagnent jusqu'à 2260 euros et jusqu'à 4750 pour un couple avec 2 enfants. Et puis il y a aussi l'indemnité carburant. 100 euros versés aux 10 millions de travailleurs les plus modestes, ceux qui touchent grosso modo moins de 1800 euros par mois. Dispositif pour remplacer la ristourne à la pompe qui prendra fin le 31 décembre. Pour toucher cette indemnité carburant, il faudra rentrer son numéro fiscal, son numéro de carte grise et puis attester sur l'honneur qu'on a besoin de sa voiture pour aller travailler. Bien, je résume. Merci. Je résume. Chèque carburant, chèque chauffage bois, chèque fioul, chèque énergie exceptionnelle, chèque énergie classique. Bon, ça fait beaucoup. Chacun s'y retrouvera. Mais tiens, je me tourne vers vous, Benjamin Brice. Est-ce que ça va permettre de sortir de l'impasse ? Alors, oui. Toutes ces aides, clairement, vont quand même aider à soulager le pouvoir d'achat des classes populaires, enfin d'une partie des classes populaires. Et on a besoin de ça, car aujourd'hui, il y a une note que je viens d'écrire pour la Fondation Jean Jaurès, le pouvoir d'achat est très attaqué. Mais il y a quand même 3 problèmes, je crois, à toute cette série de chèques. C'est c'est de l'argent que l'on met, mais qui n'est pas investi pour accroître la sobriété, c'est-à-dire se passer des combustibles fossiles qui nous coûtent aujourd'hui tellement cher à l'économie française. Deuxièmement, ce sont des chèques qui
augmente la dépendance des classes populaires aux transferts sociaux. Il y a les chèques divers et variés, il y a la prime d'activité, il y a de plus en plus de dépendance des classes populaires aux prestations sociales, alors qu'une des demandes des Gilets jaunes, c'était notamment de vivre dignement de leur travail. Et là, je crois qu'il y a un grand écart qu'il va falloir recouvrir à un moment. Et la dernière chose, c'est que tous ces chèques coûtent très cher au final. Le bouclier tarifaire... Il y a un institut européen qui a calculé que depuis septembre 2021, on était à peu près à 70 milliards d'euros en France. On ne va pas pouvoir indéfiniment mettre de l'argent comme ça sur la table, sachant que les prix de l'énergie ont peu de chances de diminuer dans les années à venir. Bien, vous avez résumé la situation. Nous avons David Amiel qui va répondre, mais petite pause et ensuite Aurélie Trouvé. Jean-Jacques Bourdin. Bien, David Amiel, vous êtes député Renaissance de Paris, membre de la commission des finances. Est-ce franchement une politique, cette politique des chèques? Est-ce que ça va permettre de sortir de l'impasse? Ah mais je conteste même le terme de politique du chèque. Bon. Notre première politique, c'est une politique du bouclier. Parce que quand on met 1 euro dans les chèques, l'ordre de grandeur, c'est qu'on met une dizaine d'euros dans le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire qui protège des hausses du prix du gaz et de l'électricité s'applique à tous les Français. Et c'est ce qui nous évite aujourd'hui d'avoir ce qu'on a en Allemagne, en Belgique, des factures multipliées par 2 ou 3. Le bouclier tarifaire, effectivement, ensuite, sur le prix de l'électricité notamment. Et à côté de ça, ces indemnités ou chèques, comme on voudra. Parce qu'on a entendu effectivement que le bouclier tarifaire ne suffisait pas à protéger tous les Français. Ça suffisait pas à protéger les Français les plus précaires, c'est la raison pour laquelle on a ce chèque énergie exceptionnel que vous décriviez, et puis ça ne suffisait pas à protéger par exemple les Français qui se chauffent au fioul ou au bois, qui ne sont pas concernés par le bouclier sur le gaz et l'électricité. C'est pour ça qu'on a complété le bouclier tarifaire par effectivement ces chèques, mais je le rappelle, pour 1 euro de chèque, c'est 10 euros de bouclier tarifaire, et c'est ça l'essentiel de notre politique pour protéger les Français de ce qu'on voit dans tous les autres pays européens. Aurélie Trouvé, oui, ça protège les Français, alors ça aide les Français dans tous les cas. D'abord, ça a été dit, c'est du coup par coup. D'abord, ça coûte aux contribuables, 16 milliards d'euros pour l'énergie, pour le chèque énergie. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on a un bouclier tarifaire qui est de moins en moins un bouclier tarifaire. Plus 15% d'augmentation des prix avec le bouclier tarifaire annoncé pour sinon 2023. 120%, dit le gouvernement. Et sinon 120%. Et là, moi, je voudrais parler des 120%, en fait, de ceux qui subissent le 120%, voire plus. Parce qu'en fait, il y a tous les Français qui ne passent pas par un tarif réglementé. Il y a ensuite toutes les collectivités locales moyennes et grandes et qui sont dans un état catastrophique, qui n'arrivent plus à payer les services publics locaux de base. C'est moi, dans ma circonscription, je peux le voir avec Noisy-le-Sec, avec d'autres communes qui payent des plus 100, plus 200, plus 300% leur énergie en fonction du renouvellement de leur contrat. Et puis toutes les copropriétés, les assos d'aide alimentaire, là, qui nous disent, les banques d'aide alimentaire qui sont même pas sous le bouclier tarifaire. Enfin, en fait, il y a des millions et des millions de gens, d'entreprises aussi, parlons des entreprises, qui n'ont pas le bouclier tarifaire, qui n'ont même pas le tarif réglementé. Et aujourd'hui, le problème, la solution, elle est laquelle? De revenir à un tarif réglementé unique. C'est ce qui existait jusqu'au début des années 2000. C'est ce qui a été démantelé parce qu'on s'est inféodé au marché européen d'électricité et du gaz et aux règles européennes. Aujourd'hui, il faut revenir à un tarif réglementé unique pour tout le monde de l'énergie. C'est ça qui est juste et qui évitera aussi qu'on passe par des chèques et par de la dépendance. Les gens se sentent dépendants effectivement des transferts sociaux, mais parce qu'on a fabriqué ça, parce qu'on n'est plus capable de réguler les prix correctement dans cette économie. David Amiel. Je crois qu'on voit bien que la France insoumise dit un peu tout et son contraire, puisqu'on nous dit d'une part que ça coûte trop d'argent aux contribuables, et de l'autre qu'il y a plein de gens qui ne sont pas assez protégés. La vérité, c'est que pour répondre sur les collectivités locales, on a des aides importantes, on a aussi une baisse des factures d'électricité d'environ 20%, ce qu'on appelle l'amortisseur, mais au-delà de ça, dans la période dans laquelle on traverse, ce qu'on doit faire, c'est naviguer entre deux écueils. Le premier, c'est ce qu'on a vu au Royaume-Uni. C'est trop de déficit public qui a créé une crise de la dette, une crise financière qui d'ailleurs a fait tomber le gouvernement de Madame Truss. Et l'autre écueil, c'est ce qu'on a vu en Allemagne, par exemple, ce qu'on voit d'ailleurs en Belgique, en Italie, en Espagne. C'est pas assez de protection des ménages qui fait que vous avez une inflation 2 fois supérieure en France. Pour l'instant, notre politique a permis d'avoir le taux d'inflation le plus bas en Europe, le pouvoir d'achat le mieux préservé dans les circonstances que l'on traverse, sans avoir une crise de la dette publique ou une crise financière qui détruirait notre économie. C'est dans cette ligne de crête-là que l'on doit avancer. Mais c'est n'est-ce vrai pas que une c'est politique difficile, à court terme, mais c'est le bon chemin. Ou à courte vue, diront certains, franchement.
Mais il faut tenir les deux bouts. On ne peut pas dire aux gens et faites confiance dans les lendemains qui chantent et en attendant souffrez. Il faut protéger aujourd'hui les Français face au choc sur le pouvoir d'achat et il faut effectivement préparer l'avenir en continuant à valoriser le travail, en réduisant le chômage. Il a atteint un niveau historiquement bas malgré la crise et on va poursuivre dans cette direction-là parce que si on veut valoriser le travail, la première chose à faire, c'est quand même de fournir un emploi aux gens. Il faut investir dans la transition écologique, dans l'innovation technologique. C'est ce que nous continuons à faire, mais il faut aussi s'occuper du quotidien parce qu'il est aujourd'hui très difficile pour beaucoup de nos concitoyens. Benjamin Brice. Alors, c'est très bien tout ça, mais il y a quand même un parent pauvre, c'est la projection dans l'avenir. Le problème d'aujourd'hui, il vient d'où ? Ça fait 10, 15, 20 ans qu'on dépend de combustibles fossiles alors qu'on sait que c'est une catastrophe environnementale. On sait que ça pèse beaucoup sur les ménages modestes et le déficit commercial de la France n'arrête pas de s'aggraver. Sous le mandat de Macron, il n'a fait lui aussi que s'aggraver. La facture énergétique aujourd'hui explose. La priorité numéro 1 d'un gouvernement responsable et se projetant dans le long terme, c'est de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et la réduire drastiquement. Il y a une étude de l'IDRI qui a été présentée au Conseil économique et social qui dit que dans le PLF 2023, il y a 20 fois plus d'argent mis dans le bouclier tarifaire que dans la rénovation thermique des logements. La rénovation thermique des logements, c'est ça qui va nous permettre, par exemple, de baisser drastiquement notre consommation de gaz. Mais pour ça, il faut mettre de l'argent. Et ensuite, quand le gouvernement parle du chômage, de donner de l'emploi, etc., quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, il y avait 6 millions de personnes qui étaient soit en situation de chômage, soit en sous-emploi, soit dans le halo du chômage, donc des inactifs qui sont comptés, des gens qui sont comptés comme inactifs alors qu'ils veulent travailler. Alors, on est à 5,5 millions aujourd'hui. Donc le chômage reste un phénomène massif et les gens qui aujourd'hui ont dû prendre des emplois avec par exemple la réforme de l'assurance chômage qui a obligé des gens à prendre des emplois plus loin, plus précaires ou moins bien payés, c'est pas eux qui vont réussir à se passer de ces chèques énergie. On part dans une autre direction. Moi je voudrais faire une remarque quand même puisque vous parlez de l'énergie fossile. C'est très intéressant. C'est majeur. Je remarque que dans la classe politique française, avant ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, avant cette guerre qui pèse lourdement sur nos approvisionnements énergétiques, personne dans la classe politique n'avait mis en cause la dépendance au gaz et au pétrole russe. Personne. Bien sûr. Aucun. Oui. À gauche comme à droite. À gauche comme à droite. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Bon, je vais en parler. Je vais en parler. Jamais LFI, j'ai regardé. LFI, mais la droite, c'est pareil. Souveraineté énergétique, non, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais je vous parle de la mise en cause de la dépendance au gaz et au pétrole russe. Jamais. Aucun homme politique en France n'a mis cette dépendance en cause. Jamais. Alors qu'en 2014, il y a l'invasion de la Crimée. Quand même. Oui, mais là, personne n'a bougé. Bon, parenthèse refermée. Je peux réagir dans sa sur ce qu'elle dit. D'abord, sur le court terme, le pouvoir d'achat, c'est faux. Je suis désolée, c'est faux de dire que la France serait le pays qui préserve le mieux le pouvoir d'achat. C'est totalement faux. Vous regardez, le problème aujourd'hui, il est que les salaires nominaux ont très faiblement augmenté. On est autour des plus 3%, plus 3, plus 4% dans les stats, alors qu'on est à une inflation à plus 6% en moyenne et encore subie bien plus massivement par les ménages modestes, puisque sur l'alimentation, on est à plus 12% et même à plus 20% sur certains produits comme les huiles. Mais c'est partout en Europe, non ? Oui, mais alors regardez les comparaisons. Si vous comparez par contre l'évolution du salaire réel, c'est-à-dire y compris l'inflation, en réalité, en France, on est parmi les plus mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, on a une hausse du salaire, on a une baisse, du salaire réel. On a une baisse aujourd'hui du salaire réel qui est particulièrement importante en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu aujourd'hui de mesures qui permettent de remonter l'ensemble des salaires à la hauteur de l'inflation. Donc, si vous voulez, la hausse des prix a été beaucoup plus importante que la hausse des salaires. Donc, aujourd'hui, on a un effondrement du pouvoir d'achat réel et c'est un vrai problème parce que c'est même un problème pour les entreprises, je vais vous dire. Parce que quel est le premier problème des entreprises ? C'est le carnet de commandes. Et quand la demande populaire, elle s'effondre, parce qu'aujourd'hui, il y a une baisse des salaires réels, et c'est les entreprises qui en pâtissent. Vont aider à maintenir un pouvoir d'achat des ménages. J'en arrive à ça. Qu'est-ce qu'on dit à la France Insoumise ? On dit régulation, contrôle des prix des produits de première nécessité, à commencer par ceux de l'énergie. Et vous dites, mais ça va nous coûter cher. Non. En fait, quand on dit par exemple qu'il faut plafonner le gaz au niveau européen et au niveau français, ce que font déjà des pays, l'Allemagne l'a annoncé qu'il le ferait, pas la France. À qui ça va coûter quand on plafonne, quand on contrôle ces prix-là ? Ça coûte d'abord aux grandes entreprises de l'énergie. Je rappelle que Engie a multiplié par 2 ses profits, que Total fait des profits indécents aujourd'hui. D'accord ? Et c'est d'abord à ces entreprises-là
entreprises-là qui seront mises à contribution. Donc contrôle des prix. Voilà, sur les produits de première nécessité, qui sont les produits, je veux dire, l'énergie et l'alimentation, qui contrôle sont ceux des prix, non pas baisse de la TVA, comme le propose le Rassemblement national. Contrôle des prix, c'est ça pour nous. Et le plus important, et deuxièmement, l'indexation des salaires, au moins des bas salaires, sur l'inflation. Pas seulement le SMIC, l'ensemble des bas salaires, parce que comme vous le dites, on a aujourd'hui le droit, et on a le droit de travailler avec des salaires dignes qui nous permettent de vivre dignement. Ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui avec l'inflation. Je le répète, aujourd'hui, nous avons un effondrement du pouvoir d'achat réel en France. David Amiel. Je crois que cette promesse de l'indexation des salaires sur les prix, c'est un peu la pire promesse qu'on puisse faire en politique, parce que c'est mentir aux gens. Parce que ce qui se passe quand on indexe les salaires sur les prix, c'est qu'en réalité, on indexe les prix sur les salaires. C'est-à-dire, on va vous promettre une augmentation de 10% de votre salaire, mais les prix vont augmenter de 10%, et donc au final, ça ne change rien pour vous, et ça augmente toute l'inflation. Et vous savez, il y a des économistes universitaires de l'école d'économie de Paris, qui sont donc neutres de toute appartenance à un parti politique, qui ont regardé ce que donnerait en France cette indexation sur les salaires, sur les prix. Et ce qu'ils nous disent, c'est que ça augmenterait l'inflation, ça augmenterait la dette, ça ferait baisser les revenus des ménages et ça augmenterait le chômage. Donc vous voyez, plus d'inflation, plus de chômage, moins de pouvoir d'achat et plus de dette, c'est vraiment le bingo de la catastrophe économique et sociale. Et donc c'est absolument ce qu'il faut éviter. Je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Madame Trouvé. Quand on regarde entre 2019 et aujourd'hui, le pouvoir d'achat en France, en moyenne, évidemment la moyenne en l'occurrence ne veut rien dire, mais ça permet de comparer avec les autres pays. Il a augmenté d'1,5%. En Allemagne, c'est 0%. Dans les autres pays européens, c'est négatif. Et donc ça montre que la politique qu'on met en œuvre depuis 3 ans permet tant bien que mal d'atténuer au maximum une crise qui reste très dure parce qu'elle est effectivement très violente et massive. Bien. 11h26, vous allez pouvoir vous exprimer. Je voudrais quand même qu'on parle des classes moyennes qui, eux, ne vont pas bénéficier de ces aides, chèques ou indemnités. Et puis, je voudrais parler quand même du financement de toutes ces aides et de la dette, de l'augmentation de la dette aussi. Il est 11h26, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous êtes sur Sud Radio, vous voulez vous joindre au débat, c'est pas compliqué, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. David Amiel, vous vouliez répondre ? Oui, je voulais répondre sur ce qui a été dit sur le long terme. Je crois que c'est un point absolument essentiel. Il est vrai que on a à court terme des réponses fortes sur le pouvoir d'achat, parce qu'il y a des gens qui se demandent comment ils vont boucler leur fin de mois en décembre. Mais il faut aussi qu'on puisse répondre aux prochaines crises. Et c'est la raison pour laquelle on a en ce moment un débat à l'Assemblée nationale sur les énergies renouvelables pour augmenter la production d'électricité que nous aurons au début de l'hiver prochain, en gros en janvier-février 2023, un débat sur le nucléaire pour pouvoir aussi augmenter notre production d'électricité, parce qu'effectivement, il faut qu'on sorte de cette dépendance au gaz, au pétrole, au charbon, en passant à l'électricité et donc en produisant beaucoup plus d'électricité en France. C'est essentiel pour le pouvoir d'achat, parce que l'électricité sera quand même moins chère que le pétrole et le gaz dans les décennies qui viennent. C'est essentiel pour notre souveraineté, c'est essentiel pour la planète. Et d'ailleurs, j'espère que la gauche votera dans les jours qui viennent ce projet de loi pour les énergies renouvelables qui est très important. Ce projet de loi ? Alors déjà, sur les énergies renouvelables, il se trouve que j'ai terminé à plus de minuit tous les jours la semaine dernière là-dessus, en hémicycle. Je vais vous dire c'est soi-disant une loi pour accélérer les énergies renouvelables, mais au fur et à mesure du texte, ils refusent nos propositions pour réellement les accélérer. Par exemple, sur le photovoltaïque, sur les toits, là ça a été vendredi, vous avez refusé d'aller plus loin. Sur les parkings, ce qui est le plus rentable, le plus immédiat, le plus logique, on a demandé de descendre jusqu'à 250, 500 mètres, à partir de 500 mètres carrés, en gros, sur un parking, on est obligé de mettre des panneaux photovoltaïques, vous nous avez fait monter jusqu'à 1500, enfin, tout est comme ça. Et par ailleurs, il n'y a pas d'objectif, c'est l'inverse de la planification, cette loi. Il n'y a pas d'objectif chiffré, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de fonds publics associés. Donc vraiment, on navigue à vue dans cette loi. Et par ailleurs, il va y avoir aussi des risques. D'ailleurs, ça va être discuté tout à la fin, parce que justement, il y a des gros enjeux. C'est-à-dire que, par exemple, le photovoltaïque, rien n'est fait pour prioriser, accélérer vraiment là où il faut, c'est-à-dire sur le bâti. Par contre, il y a des gros risques sur le photovoltaïque au sol, sur le photovoltaïque dans les zones agricoles, forestières, le fameux agrivoltaïsme où vous mettez sous des panneaux 3 moutons ou sur des serres et il n'y a plus rien dans les serres. Bon, que ça, quand même, en tout cas, je vous dis le risque. Le débat, hein. Donc pour vous dire simplement que pour nous, pour l'instant, c'est tout sauf une loi qui planifie. Donc vous ne voterez pas. Tout sauf une accélération. On a des lignes rouges. Non, on a dit qu'on se serait entre abstention et contre. Ça dépendra de ces fameuses lignes rouges. Il y a encore une semaine de débat. Ensuite, sur la rénovation thermique des logements, puisqu'on parle de long terme. Il se trouve qu'il y a 3 semaines,
nous avions une niche parlementaire, ça nous arrive une fois par an pour proposer des lois en tant que France Insoumise. J'ai proposé une loi pour prendre en charge pour les 40% des ménages les plus modestes, pour que l'État prenne en charge entièrement la rénovation thermique des logements. Il nous a été dit, il n'y a pas assez d'argent, etc. Mais là, c'était une proposition qui, par ailleurs, était soutenue par tout un tas d'ONG, d'organisations comme la Fondation Abbé Pierre et d'autres. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, un des nœuds, c'est de prendre en charge beaucoup plus pour les ménages modestes cette rénovation thermique des logements. Ça a été retoqué, c'était soutenu par toute la NUPES, ça a été retoqué par la Macronie, la droite, l'extrême droite. Bon, dont acte. Mais en tout cas, voilà, nous avions une proposition très claire. Juste une dernière chose, une remarque sur les économistes. Alors, il se trouve que jusqu'à il y a 6 mois, j'étais enseignante-chercheuse en économie. Bon, il n'y a pas d'économiste neutre. Faut arrêter avec cette vision-là. En fait, on a en réalité tous des approches différentes. Il y a des écoles différentes. En l'occurrence, nous, on vient de sortir une note avec 5 autres économistes de l'OFCE, de l'INSEE, etc., pour justement dire que la réindexation des salaires sur l'inflation, c'est efficace et c'est juste. Alors, vous voyez, c'est économiste contre économiste. Voilà. À vous. On voit bien sur la question. Ensuite, je donne la parole à Benjamin Brice. On voit bien sur la question écologique le défi politique qui est le nôtre quand on est dans la majorité. Parce qu'on a une extrême droite qui nous dit qu'il faut démanteler les énergies renouvelables. L'a encore répété la semaine dernière. Ce qui le Rassemblement national ne veut pas d'éoliennes, ça c'est certain, et à peine de photovoltaïque. C'est un excellent résumé. D'ailleurs, dans leur programme présidentiel, ils proposaient un moratoire sur le photovoltaïque et un démantèlement des éoliennes, ce qui nous mènerait tout droit dans les bras de la Russie et du Moyen-Orient. Et puis de l'autre côté, on a une France insoumise qui cherche, on l'a bien vu, tous les prétextes pour s'opposer à cette loi d'accélération. Nous, il va falloir qu'on continue à avancer, à forger des compromis. Sur les parkings, on a descendu effectivement la maille par rapport à ce qui venait du Sénat, 1500 mètres carrés. J'entends que c'est pas assez, mais enfin, peut-être qu'entre des personnes... Mais évidemment, ça s'appelle la discussion parlementaire. Le Sénat proposait combien ? Parlementaire. Le Sénat proposait combien ? On était à 2500 autour de ce mètres carrés. On était autour de 2500. Donc c'est la discussion qu'on doit avoir. Effort, quoi. Je vais pas. C'est extrêmement important. Ça veut dire que dans tous les grands parkings de France, on va mettre des panneaux photovoltaïques. Ça va quand même dans la bonne direction, quand bien même on voudrait, et j'entends, faire beaucoup plus. Mais le fait que ça, on s'en serve comme prétexte pour refuser cette loi d'accélération, je trouve ça en dit long sur l'attitude de la France insoumise au Parlement. On va pas ouvrir le débat sur l'écologie, sur la loi qui est en discussion. C'est pas terminé encore d'ailleurs cette discussion. Non, ça se poursuivra dans la semaine. Jusqu'à vendredi soir. Jusqu'à vendredi soir. Bien. Tard dans la nuit, sans doute. On aura l'occasion d'y revenir. Bien. Mais je voudrais revenir, moi, sur une forme de ressentiment des classes moyennes. J'ai lu ça, j'ai entendu ça. À force d'aider les plus modestes, il y a ceux qui gagnent, par exemple, 2000 € par mois net ou 2500 € net par mois, qui se disent, mais non, alors... Nous, on n'a rien. Ça veut dire quoi ? Ça entraîne quoi ? Ça peut entraîner quoi ? Une forme de ressentiment des classes moyennes et une forme de ressentiment contre l'assistanat. Et vous savez qu'en France, ça existe, ce ressentiment contre l'assistanat. Est-ce que ça encourage le ressentiment contre l'assistanat ? Alors, la question du pouvoir d'achat ne touche pas seulement les classes populaires, en tout cas au sens strict du terme. C'est-à-dire quand je parle de classe populaire, je parle de 60 ou 70% de la population par opposition aux classes supérieures. Le problème du pouvoir d'achat, c'est peut-être qu'il a augmenté d'après les statistiques de l'INSEE, mais il reste que quand on regarde les inégalités, il a moins augmenté en bas qu'en haut. Deuxièmement, les dépenses contraintes ont augmenté, à commencer par le logement qui augmente plus vite que l'inflation. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une multiplication des besoins de confort matériel dans les dernières décennies. Pour prendre juste un exemple, une voiture neuve moyenne en 2010 coûtait 20 000 €. En euros constants, c'était 27 000 €. Oui, mais une voiture électrique coûte combien ? Non, je vous dis ça parce que... Et une voiture électrique va coûter encore plus cher. Mais c'est-à-dire qu'on continue à créer des besoins dans le numérique, dans des voitures de plus en plus surdimensionnées et sophistiquées, etc. Et si à un moment on n'interroge pas aussi ces besoins, c'est-à-dire notre niveau de consommation, nous n'arriverons jamais à rattraper les choses sur le terrain du pouvoir d'achat. Et ça, c'est une question qui malheureusement n'est pas du tout ouverte, qui est la question de la sobriété matérielle. Il va falloir qu'on interroge nos modes de consommation si on veut avoir une chance de rétablir les choses sur le plan du pouvoir d'achat. Si je comprends
comprends bien, vous dites, on aide les classes les plus modestes. Si on se met à aider aussi les classes moyennes et même d'une certaine manière par le biais de l'impôt les classes supérieures, eh bien que se passe-t-il? On pousse tout le monde à la consommation. Mais on va dans cette direction. On aide de plus en plus les classes populaires, les classes moyennes, même les classes supérieures. Il y a de plus en plus de transferts. Vous êtes contre ces aides? Il va falloir arriver... oui. Non, mais ces aides-là... Vous, le tenant de la sobriété, vous dites pas d'aide. Parce que l'aide, si, ça pousse à la consommation. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut de l'aide parce qu'on est en train de payer, réparer les pots cassés, mais il faut se projeter sur le long terme, et sur le long terme, il faut dire les choses clairement, notre niveau de vie est insoutenable. D'un point de vue commercial, le déficit commercial explose. D'un point de vue écologique, l'empreinte matérielle est beaucoup trop importante. Et d'un point de vue même de services publics, on met trop d'argent dans la consommation et pas assez dans les services publics. Il va falloir revoir nos modes de vie. Revoir nos modes de vie, c'est bien sûr une question de répartition. Le mode de vie les moins durables et les moins soutenables sont le mode de vie des classes supérieures, qui importent plus et qui émettent plus. Il faut commencer par les classes supérieures, mais là, il y a 2 tabous à faire tomber du côté du gouvernement. Premier tabou, accepter de mettre de la fiscalité sur les classes supérieures qui vivent mieux que les autres et qui ont tout à fait les moyens, par exemple, de mettre de l'argent pour la rénovation thermique des bâtiments ou pour des choses qui auraient un impact réel. Et la deuxième chose, remettre en cause les modes de vie, et ça passe par des réglementations, voire des interdictions, des modes de vie les plus... alors moi, j'ajouterais, vous me direz si je me trompe ou pas, du protectionnisme. Parce que on ne peut pas importer sans cesse des produits peu chers, fabriqués au loin. Ça fait... Non. Alors, mais justement, je voudrais rebondir sur l'affaire. Vous parlez de protectionnisme, je vais vous dire, puisqu'on parlait des énergies renouvelables, il n'y a rien dans la loi qui prévoit, qui s'intéresse à la question de la provenance de tout ce qui est énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous proposons, ma collègue Clémence Guettet vient de déposer une proposition de loi justement pour une relocalisation des filières des énergies renouvelables. Et je crois que vraiment, on a un effort énorme à faire en termes de relocalisation des activités pour éviter les énergies importées. Et aujourd'hui, non, je suis désolée, mais là, il faut combattre le tabou. Enfin, on a un gouvernement quand même qui est enfermé dans une logique ultralibérale, qui refuse de réguler les prix, qui refuse de réguler les échanges. Aujourd'hui, effectivement, vous avez raison. On n'a pas le droit, on n'a pas le choix que de faire ce que moi j'appelle du protectionnisme altruiste. Il va falloir aussi diminuer l'énergie, la pollution importée. Et je voudrais vous répondre sur la question des riches et des pauvres. Il faut quand même encore avoir en tête qu'il y a 12 millions de personnes en précarité énergétique aujourd'hui à peu près. C'est-à-dire qu'il y a 12 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas assez d'argent pour se chauffer correctement en réalité. Et donc ça aussi, il faut y penser. Donc, enfin, je sais que vous y pensez, bien sûr. Voilà. Non, mais la sobriété... Dans ce que je dis, la sobriété, les efforts vont pas du tout devoir être les mêmes entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire que voilà. Mon livre est là-dessus, les classes supérieures. Tout à fait, on est d'accord. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est que de partager les richesses, le fait de partager les richesses, qui est l'inverse de la politique gouvernementale d'aujourd'hui, le fait de partager les richesses va effectivement aller aussi dans le sens de la sobriété, dans le sens où ce sont les classes les plus riches qui aujourd'hui polluent le plus par leur mode de consommation. Partage des richesses d'un côté, mais de l'autre, il y a la question de la consommation et de la consommation importée. Ça fait des années qu'il y a des points de PIB c'est le dans deuxième la volet, vous avez tout à fait raison. Qui est perdu. C'est un deuxième volet, effectivement. Non, sur la consommation importée, je crois qu'on est tous d'accord sur le diagnostic. C'est évidemment intolérable, mais c'est intolérable que l'on exporte en quelque sorte notre pollution. C'est-à-dire qu'en se donnant des objectifs très forts de réduction de gaz à effet de serre en France, on soit un peu hypocrite si on importe par là même des produits très polluants de Chine. Là, on a un désaccord, en revanche, c'est sur les moyens. Nous, c'est la raison pour laquelle on croit à la taxe carbone européenne. On a obtenu un accord européen historique. Ça faisait des années que la France en parlait. Ça faisait des années que l'on trouvait porte close. Pour la première fois, et c'est tout le sens de l'engagement européen de notre majorité, on a obtenu cet accord qui va permettre effectivement de changer les choses et de sortir un peu d'un débat intellectuel sur la question pour avoir vraiment un impact sur le quotidien et la réalité. Ce sera très important pour la planète et pour notre industrie. Bien, il est 11h42. Je vais aborder juste après la pub le dernier volet, la dette. La France de plus en plus endettée. Est-ce dangereux? Pas. Allez, vous allez réagir si vous le souhaitez. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30. Jean-Jacques Bourdin. Tiens, si nous prenions Pierre, qui est dans le Tarn-et-Garonne, qui a eu envie d'appeler. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci. Bonjour à vous l'invité. Oui, allez-y Pierre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, je suis retraité, personne ne parle des retraités. Alors même pour le chèque énergie, le chèque essence,
Parce qu'en fait, les retraités, ils ne se déplacent plus, ils ne mangent plus, vous voyez, et ils ne se sortent plus à la retraite. Hein. Alors, personne n'en parle de ça. Personne. Alors, j'ai vu qu'il va y avoir une revalorisation des retraites à la rentrée, 0,8%. Ce qui va me faire 14 € par mois. C'est formidable. Hein. Il y a eu vous avez une retraite complémentaire, Pierre, ou pas? Ah non, j'ai pas de retraite complémentaire. Non. Ah d'accord. Ok, voilà. non, mais... Même avec une retraite complémentaire, c'est vraiment très minime, quoi. Non, mais je vous dis ça parce que la retraite complémentaire a augmenté, je crois, de 5,8%, je crois, c'était en novembre, là, ou en octobre. Oui, mais c'est très peu aussi. Mon épouse le touche, et elle touche 27 €. Hein, c'est bien. De plus. Voilà. Et oui, voilà, de plus par mois. Alors moi, j'ai mis 700 € par mois et mon épouse a 850 €. Alors vous n'avez pas 900 €. Alors vous n'avez fait. Vous avez quoi, 2600 € par mois? Voilà, c'est ça. Et alors, oui, et une fois que vous avez payé l'électricité qui va augmenter de 15% en janvier, les assurances de 37%, eh bien, vous savez, il ne reste pas grand-chose. C'est vrai qu'on parle. Il a raison, Pierre, on ne parle jamais des assurances. Hein. C'est vrai que les assurances. J'attends les chiffres officiels de l'augmentation des assureurs, des tarifs des assureurs. Oui, personne n'en parle jamais. Non, il y a aussi la question des tarifs bancaires. D'ailleurs, Bruno Le Maire s'était beaucoup impliqué dessus à l'automne. Sur les retraites, je voudrais rappeler qu'on a augmenté les retraites au mois de juillet. C'était une des premières décisions d'ailleurs de cette nouvelle majorité, de 4%. Elles avaient déjà augmenté. La retraite de base ou pas? Des retraites de base, absolument. Celles sur lesquelles la retraite de base. On les avait déjà augmentées de 1% au début de l'année. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter les retraites à la hauteur de l'inflation. Mais effectivement, j'entends le message de votre auditeur. C'est vrai que c'est une période très difficile. Le bouclier tarifaire, il est à 15%. Je sais que ça reste beaucoup pour beaucoup de Français. Pour autant, c'est ce qui évite qu'il y ait une augmentation de 200%, 300% qu'on voit partout en Europe. Donc voilà, on essaye de faire au maximum pour atténuer les conséquences. Je ne vais pas entrer dans revenir sur le débat sur les retraites. Merci Pierre, parce qu'on aura l'occasion de le refaire évidemment. Mais je voudrais terminer sur le coût de toutes ces mesures, de toutes ces indemnités ou chèques. C'est cher. Ça coûte cher au budget de l'État, dites-moi, David Amiel. N'est-ce pas dangereux pour l'avenir, cet endettement qui se creuse? Si, c'est dangereux et ça coûte cher, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Si on n'avait pas fait ces dépenses-là, si on n'avait pas soutenu l'économie comme on l'a fait, on serait dans une situation encore pire. Parce que ce qui se serait passé, c'est que les Français n'auraient pas pu payer leurs factures, ils n'auraient pas pu aller consommer, l'activité économique se serait effondrée, le chômage aurait monté, la dette se serait encore plus aggravée. Et donc, on a eu besoin de faire ce soutien à l'économie. C'était la ligne raisonnable. Pour autant, il est vrai qu'il faut faire attention à ne pas tomber de l'autre côté. Donc, c'est vraiment cette ligne de crête sur laquelle on avance de la politique économique. Pour ne pas répéter à nouveau, je prends deux exemples frappants. On a vu au moment de la crise de la zone euro, il y a une dizaine d'années, que on avait été trop brutaux sur la réduction des déficits, on avait augmenté trop fortement les impôts, ça avait beaucoup freiné l'activité, ça avait fait augmenter le chômage, ça avait été mauvais à la fin pour les finances publiques. Et on a vu aussi au Royaume-Uni, il y a quelques mois, un pays qui avait décidé de laisser complètement filer le déficit public et qui là aussi s'est retrouvé avec une crise financière, une crise de la dette, une crise de l'inflation. Et donc c'est entre ces deux écueils, ces deux mots qu'il nous faut avancer. Bien, avant d'avoir l'opinion d'Aurélie Trouvé, j'ai un auditeur, Aurélie Trouvé, qui veut vous répondre. Claude. Oui, bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Vous voulez répondre à Madame Trouvé? Oui, enfin, lui répondre en quelque sorte, moi, c'est la fin de l'intervention que je pense, je lui ai attribuée, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais je trouve que conclure en fait sur tout ce qui va pas en disant que finalement le niveau de vie dans lequel on est n'est pas soutenable, que pour la planète, en fait, c'est pas la peine de rêver, il faut absolument finalement répartir autrement entre les plus aisés et les moins aisés, c'est-à-dire prendre aux riches pour aider les pauvres, en gros. Et ça me paraît un discours qui n'est pas cohérent avec le reste des positions, qui consiste à dire il faut faire plus d'éoliennes, plus de solaire, plus d'énergie, enfin où le niveau de vie peut continuer d'être maintenu, voire de s'améliorer en faisant des efforts et en travaillant peut-être un peu plus, où il peut pas, et à ce moment-là, ça sert à rien de produire d'électricité intermittente qui coûte également très cher, et il vaut mieux rouvrir Fessenheim dans ce cas-là. Voilà. Bon, Aurélie Trouvé.
Non, mais vous posez un débat important sur l'énergie. Nous, à la France Insoumise, dans la NUPES, d'ailleurs, nous sommes plutôt sur un scénario à terme, qui est d'ailleurs un scénario aussi porté par de multiples institutions, de 100% d'énergie renouvelable. Je dis bien à terme, c'est-à-dire d'ici 2050, 2060. C'est ce que RTE porte, par ailleurs, d'ici 2050, 2060. Il y a plusieurs scénarios où il y a du 100% d'énergie renouvelable. Ça fait partie des scénarios, mais non. Ça fait partie des scénarios, possible. Simplement, ça demande une forte impulsion publique. Aujourd'hui, je suis désolée, l'impasse, elle est surtout du côté du nucléaire, où il y a près de la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt. Donc ça s'améliore, ça s'améliore. On va en parler, d'ailleurs, juste après. Alors ensuite, juste sur les dépenses, parce que vous parlez des dépenses. Moi, je pense d'abord qu'il y a des dépenses nécessaires aujourd'hui, absolument. Il faut absolument soutenir le pouvoir d'achat, et quand les gens sont aujourd'hui dans la galère... avec cette politique-là. Non, alors justement, maintenant, il faut des dépenses utiles. Donc, d'ailleurs, au lieu des chèques, nous, on est pour des blocages. Ces chèques sont nécessaires. Maintenant, il faut passer à l'utile. Au lieu des chèques, nous, on est pour un tarif réglementé unique de l'électricité et du gaz, mais ça demande de battre en brèche la libre concurrence et le marché européen de l'électricité, pour faire vite. Deuxièmement, il y a des dépenses utiles qui ne sont pas faites aujourd'hui et qui visent le long terme. Par exemple, je ne sais pas si vous prenez le métro en ce moment. Moi, je viens de prendre le RER ce matin. C'est l'enfer. Il y a une fréquence encore plus faible, ça coûte de plus en plus cher. Ça devient l'enfer pour les gens. Donc vous poussez les gens à prendre la voiture parce qu'il y a de moins en moins de transports en commun peu chers, efficaces, disponibles, etc. Donc il faut offrir l'alternative aux gens. Vous pouvez pas, il faut que les gens puissent prendre autre chose que la bagnole. Et le train, vous avez vu combien c'est le train? Pour aller voir votre famille à Noël, ça revient. Moi, je vais dans le sud, ça va me coûter moins cher de prendre la voiture que de prendre le train, c'est normal? Non, c'est pas normal. Donc, il faut mettre de l'argent dans les transports publics. On avait demandé à la majorité de l'Assemblée plusieurs milliards pour le train. Ça a été retoqué par un 49-3 par la minorité présidentielle. Et de la même façon, sur la rénovation thermique des logements, on avait voté à la majorité 12 milliards d'euros supplémentaires. Pareil, retoqué par le 49.3. Et ça, c'est des dépenses utiles et efficaces pour l'avenir, utiles pour les classes populaires. On se demande qui a la minorité, la majorité ou pas, dans vos discours d'ailleurs à tous. S'ils avaient la majorité, ils ne feraient pas des 49.3. Oui, mais les 49.3, les motions de censure sont repoussées. Donc, pardon, mais moi je veux bien. Sûr, je veux bien, mais ces histoires de minorité, personne majorité... n'a la majo. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez répondre à ce que vient de dire Aurélie Trouvé? Et moi, sur la dette, vous n'avez rien dit sur la dette. Est-ce que c'est dangereux, cette dette? Alors, la dette, en fait, pour l'instant, les taux d'intérêt, pour l'instant, restent relativement faibles, c'est-à-dire que la dette coûte peu cher. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a les banques centrales qui veulent rehausser les taux d'intérêt, ce que je pense, en tant qu'économiste, mais on est beaucoup à penser ça, que ça va être très mauvais pour l'économie, parce que ça va d'abord coûter plus cher pour la dette publique, mais ça va surtout ralentir l'investissement, parce que tous les prêts, etc., vont coûter plus cher. Et donc, ça va ralentir, si vous voulez, ça va ralentir la croissance, ça va ralentir la relance. Bon, possible. Donc, pour nous, il faut absolument garder des taux d'intérêt faibles, ce qui permet par ailleurs de garder une dette publique peu chère. Voilà. Vous répondez à cela et puis vous aurez la conclusion. Allez-y, David Amiel. Non, mais en écoutant ma collègue Aurélie Trouvé, moi je suis très frappé par la capacité de la France Insoumise à déplorer les conséquences dont ils chérissent les causes. C'est-à-dire qu'on commence par nous dire qu'il y a un problème avec la relocalisation d'un certain nombre d'activités en France et on prépare la plus grande désindustrialisation possible pour l'histoire de notre pays. Quand on annonce vouloir bloquer les prix, augmenter les impôts, augmenter la dette, sortir du nucléaire qui fournit quand même à nos entreprises, à notre industrie, une électricité bon marché, on prépare la plus grande délocalisation à l'étranger de nos entreprises qu'on ait jamais connue. Et au fond, c'est la raison pour laquelle je crois ce programme économique dans aucun pays au monde n'a jamais fonctionné. Bien, vous terminez, Benjamin Brice. Alors la dette sur l'endettement. La dette est un vrai problème et qu'il faut prendre au sérieux. Elle est très importante et en plus de ça, malgré cette dette très importante et ce déficit très important, il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Les besoins pour la transition écologique, mais même des besoins dans les services publics. La dégradation des services publics vient du fait qu'on met moins d'argent. On met aujourd'hui 1 point de PIB en moins dans l'éducation en France que dans les années 90. Il faut pas s'étonner. Mais on met plus qu'ailleurs. On met plus qu'ailleurs, c'est-à-dire ailleurs dans le monde, ailleurs en Europe. Enfin, si on regarde les dépenses d'éducation... On met pas plus d'argent dans le service public en France qu'ailleurs en Europe?
dans le service public, il faut voir, mais dans l'éducation, clairement, non. En tout cas, pour les pays comparables. Mais en général. Ce que je veux dire, c'est que les dépenses de fonctionnement, donc le service public, en part de PIB, il est au même niveau et même un petit peu inférieur à ce qu'il était en 1980, à la fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est un domaine où on ne met pas assez d'argent. Donc comment trouver de l'argent? Je crois qu'il y a deux manières principales. C'est ce déficit commercial qu'on a accepté, qu'on ne devrait pas accepter en misant sur de la relocalisation industrielle, qui va renchérir le coût de certains biens, et donc il y a un effort de sobriété à faire pour l'absorber, il ne faut pas s'en cacher. Mais la relocalisation de quelques points de PIB permettrait de dégager des moyens financiers. Et la deuxième chose, qui est encore un tabou au gouvernement, c'est la taxation des classes supérieures. Parce que si on a besoin d'un effort, et on va avoir besoin d'un effort, les prix vont augmenter, nous manquons d'argent dans les services publics, on a besoin d'efforts, il faut que tout le monde contribue à ces efforts. Aujourd'hui, les classes populaires ont fait beaucoup d'efforts dans les décennies passées avec la flexibilisation, beaucoup d'efforts sur leur pouvoir d'achat aujourd'hui. Il faut que les classes supérieures participent elles aussi à cet effort commun. Bien, merci. Il est 11h56. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Sud Radio. Nous allons parler, juste après vous, après les infos de midi, nous allons parler du parc nucléaire français. Dans quel état se trouve-t-il? Ben oui, ça tombe bien. Avec Emmanuelle Galichet, qui est enseignante-chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers, qui va nous dire où on en est de nos réacteurs qui étaient à l'arrêt. Alors certains repartent et ça veut dire peut-être qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver. 11h57.